élus et ressortissants de Ménaka ont battu le pavé ce matin pour soutenir les populations de la dite localité. Ils invitent également les protagonistes à signer l'accord de paix, une signature prévue le 15 mai prochain. La 4e édition du Festival international de Séléngué a été officiellement lancée hier soir. Placée sous le signe de la paix et de la réconciliation au Mali, l'ouverture de cet événement a été marquée par un concert géant et un défilé de mode, les temps forts dans cette édition. Bonsoir, il est 20h et bienvenue dans la grande édition marche de soutien ce matin ici à Bamako des élus ressortissants de Ménaka aux populations de cette localité du Mali. Les organisateurs de cette marche pensent que la récupération de Ménaka par les forces patriotiques est le départ de la paix à laquelle aspirent tous les dignes fils du Nord et ils invitent tous les protagonistes à signer l'accord de paix le 15 mai prochain pour que démarre enfin le développement de cette partie de notre pays. Mamourou Sidibé. 72 heures après la conférence de presse autour de la situation qui prévaut à Ménaka, les élus et ressortissants de cette ville ont marché ce samedi matin pour exprimer leur soutien et leur solidarité aux populations de Ménaka. Le choix de l'itinéraire du monument de l'indépendance à celui de la liberté n'est pas fortuit. C'est la première fois que des Touaregs en turban marchent dans les rues de Bamako. C'est pour dire que la population de Ménaka n'aspire que la paix. Et je crois que la paix aujourd'hui, à mon avis, est de retour. Rien ne peut empêcher à la vérité de triompher sur le mensonge. Il faut soutenir la paix, il faut soutenir la population de Ménaka, il faut soutenir la paix au Mali et l'unité de notre pays. Pour le maire de Ménaka, cette marche est légitime. Ménaka a faim et soif. À Ménaka, pas d'école et pas de santé. Le message que nous voulons faire passer à l'opinion nationale et internationale, c'est vraiment de faciliter la tâche à ces forces patriotiques, de les maintenir là-bas pour libérer l'ensemble du cercle de Ménaka jusqu'à ce que la situation sécuritaire soit normalisée. Au pied du monument de la paix, les marcheurs ont remis aux représentants du ministre de la Réconciliation une déclaration. Nous, élus et ressortissants de Ménaka résidant à Bamako, recommandons avec force le redoublement de l'armée et de l'administration malienne dans tous les cercles de Ménaka. Ouverture ce matin ici à Bamako d'un colloque de réflexion et de proposition d'une journée sous le thème « Quel rôle pour les collectivités locales dans la mise en œuvre de l'accord de paix ?» Ce colloque a regroupé un panel de spécialistes de haut niveau. Toutes les questions soulevées par la problématique d'implication des collectivités locales dans la construction de la paix et de la réconciliation entre les Maliens ont été débattues. Il est organisé par le Centre d'études et de réflexion au Mali. Daouda Sidiki Diarra. L'accord d'Alger qui sera signé le 15 mai prochain au Mali place les collectivités locales au cœur du dispositif étatique. Il leur confère un rôle majeur dans la construction d'une nouvelle communauté de destin entre les Maliens. Dans ce contexte, il est important de mettre en exergue en quoi les collectivités pourront jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Ce colloque sur la réflexion de la contribution des collectivités territoriales à la mise en œuvre des accords d'Alger est très important dans le contexte actuel, quelles que soient les ententes qui sont signées au niveau central. Si ces communautés et ces collectivités ne l'acceptent pas, ne l'intériorisent pas, ne le vivent pas, il y a du travail à faire. 5 thématiques liées aux questions institutionnelles, à la défense et à la sécurité, au développement, à la réconciliation et sur la gestion de l'accord ont été exposées par un panel de spécialistes de haut niveau. Il reste évident que la régionalisation à laquelle le Haut Conseil de collectivités attache un intérêt massif n'est point une désintégration nationale de l'État, encore moins une partition du pays, mais une répartition harmonieuse des responsabilités aux fins de la mobilisation accrue des synergies pour le développement. Le colloque a fait ressortir des propositions précises permettant aux élus d'identifier de manière détaillée le rôle et les responsabilités des collectivités dans la mise en œuvre des questions institutionnelles, de défense, de sécurité, de développement socio-économique et culturel de l'accord de paix et de réconciliation. En
Enregistrement ce matin à DFA Communication d'un nouveau numéro de l'émission Le Profil du citoyen sous le thème « La médiation est-elle le moyen le mieux indiqué pour la gestion d'un conflit armé ?» Pour ce numéro, les écoles en compétition étaient Submanagement et Technolab, parrainé par Mme Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali. Cet enregistrement a regroupé également certains ministres du gouvernement, le médiateur de la République et de nombreuses autres personnalités. Cette émission est une coproduction ACC, Agir, ORTM. Sur le sujet, écoutons successivement le médiateur de la République et le ministre de la Communication. Je pense que ça a été une très bonne chose que de confier ce thème qui est d'actualité à nos jeunes étudiants. Si vous prenez des conflits qui ne sont pas des conflits armés, il est évident que dans la vie sociale, dans la vie humaine, on a toujours besoin d'une médiation. Que ce soit en famille, lorsqu'un enfant se fâche, ou lorsqu'un parent, un père, une mère est fâché avec l'enfant va où? Il va chez la tante, il va chez l'oncle, qui fait la médiation. Lorsque deux familles dans un même quartier, dans un même village, ont des problèmes, ne s'entendent pas, souvent il y a une médiation spontanée sociale qui se fait, d'autres familles interviennent pour régler. Donc on ne peut pas éviter cela. Et il y a la médiation institutionnelle qui vient. C'est-à-dire lorsque un État s'organise et dit « j'institue une institution » et il définit en quoi consiste cette médiation, qui est en général dédiée à résoudre des conflits entre le citoyen, ce n'est pas seulement la population, c'est le citoyen, et l'administration, que ce soit l'administration publique ou l'administration privée. Il s'agit simplement de savoir si cette administration-là a une fonction de service public. On peut faire l'historique de cette médiation-là, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de très loin. Ça a été introduit en Europe à partir de la Turquie, et c'est venu jusque chez nous par évidemment le fait de la colonisation. Mais ça, c'est une forme de médiation qui fait face à des conflits qui ne sont pas des conflits armés. Des conflits d'intérêt, mais qui ne sont pas des conflits armés. Face à des conflits armés, une médiation de ce type n'est pas apte à résoudre le conflit armé. Pour résoudre un conflit armé, cela veut dire que vous avez deux groupes qui sont armés, qui sont en train de se battre. Pour les séparer, si on veut être dans le sens de la médiation, il faut que le médiateur soit en mesure d'amener ses groupes à lui, son armée à lui, pour s'interposer. Cette médiation-là ne relève pas de la médiation nationale, ne peut pas relever de la médiation nationale, parce qu'il y a l'État, c'est le rôle de l'État d'intervenir éventuellement entre deux groupes armés. Mais ça peut relever d'une structure internationale telle que l'ONU ou autre. Et c'est ce qui se passe souvent. L'ONU envoie des casques bleus entre deux belligérants pour leur demander de cesser le combat, mais pas pour résoudre. La résolution du conflit, la cause du conflit qui a amené à l'armement, c'est toujours après autour d'une table. Il y a quelque chose qui manque dans notre pays, c'est le débat d'idées. Nous sommes trop habitués à vivre des rumeurs dans les grains, à vivre des discours politiques pendant les campagnes en général. Mais le débat d'idées permanent qui forme l'élite, qui permet à la nouvelle génération de se faire connaître, de se faire une personnalité. Ce qui vient d'être initié, on est à la deuxième édition. Je disais tantôt à Madame la Présidente qu'il est important qu'elle maintienne le cap, qu'elle fasse de cette action une véritable marque de fabrique, parce que je suis convaincu que notre société a un fort besoin de débat intellectuel.
Même les partis politiques, si vous remarquez, on ne les voit que pendant les campagnes ou quand ils viennent à la télé faire des déclarations. Or, l'opinion a besoin de voir des hommes débattre pendant les 5 ans, se contredire pour qu'on connaisse leur personnalité, qu'on les voit dans les yeux à la télévision en train de débattre, qu'on les connaisse, qui sont-ils, d'où est-ce qu'ils viennent, quel est leur passé, et non pas les dépliants qu'ils publient souvent à la veille des élections où généralement c'est très bien édulcoré. Et comme ça, la majorité des citoyens qui n'est pas militante, parce que n'oubliez pas que sur les 15 millions de Maliens, je ne suis pas sûr qu'il y a plus d'1 million de militants des partis politiques. Et les 14 millions qui doivent choisir, qui doivent savoir qui est qui. C'est pour cela que c'est important, je crois, que nous donnons tous la main pour faire de cette action de Madame la Présidente une action dont nous nous approprions tous l'avenir, et que ce ne soit pas seulement les jeunes, les universitaires, les hommes politiques, les avocats, et pourquoi pas les paysans, les artistes, qu'ils soient là, que les Maliens les voient. Créer des espaces d'expression, des espaces de débat, et diminuer les espaces de distraction, de danse qui sont certes utiles. Il faut que les gens soient conscients de pourquoi ils sont là, quel doit être l'avenir de leur nation. Et non pas juste apprendre quelques citations dans les livres et les éditer de temps en temps pour impressionner l'auditoire. Mais lorsque le débat est profond, on finit par savoir celui qui a fait la citation, est-ce qu'il l'a compris réellement ou bien il l'a juste récité pour la circonstance. Je crois que c'est un très bon départ. J'aimerais bien que l'ensemble des médias nationaux, l'ORTM en tête naturellement, les autres médias se mettent au diapason parce que notre pays a besoin aujourd'hui, au même titre que nous demandons d'avoir une armée forte, d'avoir une bonne administration, nous avons besoin que les médias soient utilisés pour former notre jeunesse, pour former notre opinion publique, pour donner du sens à la réflexion, à l'intellect, que l'intellect commence à être valorisé dans notre pays. Et non pas juste l'agitation, le militantisme, les slogans. C'est très bien, mais il faut valoriser l'intellect dans notre pays. La plateforme des organisations de la société civile a organisé cet après-midi un grand meeting de soutien au projet d'accord paraphé par le gouvernement le 1er mars 2015 à Alger. Et certains groupes armés, pour les membres de la plateforme, l'heure est venue de s'unir pour sauver notre bien commun, le Mali. Un appel a également été lancé à la communauté internationale à prendre ses responsabilités face à la dégradation de la situation sécuritaire au nord du pays. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain avec Bourama Traoré et Boubacar Sissoko. Le réseau Andi Action, Développement et Perspectives a organisé une conférence sur le projet d'accord de paix paraphé par le Mali et certains groupes armés en Algérie. L'initiative vise à informer et sensibiliser les personnes handicapées sur le contenu et les enjeux du document dont la signature par toutes les parties est prévue le 15 mai prochain ici à Bamako. Agali Aguissa. Environ 2 millions de personnes sont frappées par un handicap au Mali. Ce nombre est une preuve suffisante pour mener une réflexion sur l'insertion sociale de cette couche vulnérable. C'est à ce combat que se livre le réseau Andi Action, Développement et Perspectives en organisant cette conférence. Il s'agit d'informer et sensibiliser les membres du réseau sur le projet d'accord pour la paix et la réconciliation paraphé par le gouvernement malien et certains groupes armés le 1er mars 2015 dans la capitale algérienne. Une personne handicapée, famille, sympathisants, parents du réseau Andi Action, Développement et Perspectives devront quand même être prêts pour la mise en œuvre de cet accord. Tout au long du processus, nous avons été un peu mis de côté. La première chose d'abord, c'est affirmer notre disponibilité. Les accords d'Alger seront des accords grâce à l'unité du peuple malien. Et qui parle d'unité du peuple malien, parle d'unité des personnes handicapées du Mali.
Pour les conférenciers, l'accord comporte des points qui suscitent des interrogations. Parmi ces points figure le manque de tutelle des collectivités, le cumul des fonctions des présidents de région, la reconnaissance d'une entité dite Azawad. Malgré ces insuffisances, le document signé peut servir de base à un processus de paix et de réconciliation nationale. Le gouverneur a tous les pouvoirs exécutifs, législatifs. Il décide avec son assemblée régionale de tout, sans demander l'avis préalable du représentant de l'autorité centrale. Ça comporte des risques. Les difficultés liées à l'intégration directe des handicapés à la fonction publique et leur couverture sociale sont parmi les sujets à l'agenda de cette rencontre de 2 jours. Et cette déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali, les membres du Conseil de sécurité se sont déclarés profondément préoccupés par l'explosion de violence qui a eu lieu au Mali depuis le 27 avril 2015, compromettant le processus de paix. Ils ont exigé que les hostilités cessent immédiatement. Les membres du Conseil ont déclaré que les attaques perpétrées depuis le 27 avril 2015, notamment à Ménaka, Goundam et Léré, violaient le cessez-le-feu. Les membres du Conseil ont répété qu'ils encourageaient totalement le représentant spécial du secrétaire général pour le Mali, M. Mongui Amdi, ainsi que la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, à collaborer avec toutes les parties en vue d'apaiser les tensions et de poursuivre le dialogue. Les membres du Conseil ont prié les parties, y compris les groupes armés de la coordination, à respecter le processus de paix dans lequel elles s'étaient engagées. Ils les ont encouragés à poursuivre le dialogue de manière constructive en faisant preuve d'une volonté politique inébranlable et de bonne foi avec l'appui des membres de l'équipe internationale de médiation en vue de la signature à Bamako le 15 mai 2015 du projet d'accord pour la paix et la réconciliation. À cet égard, ils ont exprimé leur soutien total aux membres de l'équipe internationale de médiation. Également, l'Association pour le développement du cercle de Goundam condamne avec la dernière rigueur les différentes attaques irresponsables et contre-productives, exhorte le gouvernement à assurer davantage ses fonctions régaliennes de sécurisation des personnes et des biens, invite la communauté internationale à poursuivre de façon plus conséquente les efforts de protection des populations, seul gage d'une paix durable, invite les populations à ne pas céder à la provocation, à garder leur calme et leur sérénité, mais également à plus de vigilance. Le ministre de l'Éducation nationale, accompagné d'une forte délégation, vient de boucler une mission dans les circonscriptions de Koutiala, Blas, Santomia et Ségou. Objectif, s'enquérir de l'état des préparatifs des examens de fin d'année dans les écoles fondamentales et secondaires. Pour l'instant, tout se déroule normalement et c'est la lutte contre la fraude qui a été largement évoquée au cours de cette tournée. Envoyés spéciaux, Mahamadou Doumbia et Idrissa Traoré. Les examens de fin d'année approchent à grands pas et c'est pour se rendre compte de l'évidence de leur préparation que le ministre de l'Éducation nationale, Kinekouodi Barthélémy Togo, s'est rendu dans la circonscription de Koutiala et de Bla, première étape de cette mission. Nous avons tenu la réunion préparatoire des examens avec les chefs d'établissement, les DCAP et les chefs de division. Nous avons tenu la réunion préparatoire des examens avec les syndicats d'enseignants. Les évaluations de la première période du secondaire général, techniques et professionnelles ont été faites partout. Les évaluations de la deuxième période ont démarré et se poursuivent dans l'enseignement technique et professionnel. La liste des candidats au bac a été contrôlée et envoyée à l'AE de Sikasso, qui est le pôle de correction, et nous attendons la liste définitive avec les numéros de place. Au cours des échanges avec les directeurs de CAP et d'académie d'enseignement, c'est la lutte contre la fraude qui a été vivement recommandée au regret de ce qui s'est passé l'année dernière et qui ne fait pas honneur à notre système éducatif. Je sais qu'il y a eu l'année dernière, lors des examens, des gens qui ont été sanctionnés. C'est vrai, il y a eu des gens qui ont été pris, des responsables qui ont été sanctionnés. Ils ont été relevés. Leurs noms souvent sont sortis, ont apparu dans les journaux. Mais ce que je veux dire, il ne s'agit pas d'arrêter des gens sur soupçon uniquement. Il faut prendre les gens sur les faits, rien que les faits.
Autre situation décriée, l'impunité suite à des flagrants délits de fraude, la problématique au sein de certaines écoles privées qui font 10 à 14 mois sans payer les salaires des enseignants. L'État paye plus de 30 milliards aux écoles privées. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants, par exemple dans les villes, du public qui enseignent aussi dans ces privés. Je pense que nous n'en avons pas, pour nous, en tout cas pour le ministre de l'Éducation nationale, école privée, publique, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est des enfants maliens qui vont là-bas et c'est nous qui avons délivré aussi les autorisations. Maintenant, les traitements vont être stricts. Tous ceux qui vont faillir ne vont plus être. En tout cas, je donnerai des instructions. Chaque école privée va être évaluée en fonction de ses performances. Au cours de l'étape de 100 et Touminian, les effectifs pléthoriques d'enseignants dans les villes au détriment des localités reculées, la fuite des sujets d'examen, l'éducation physique anticipée perturbée par manque de matériel, le manque de cantines scolaires qui conduit les enfants éloignés à abandonner l'école, le faible taux de scolarisation des filles sont des situations rappelées auxquelles des solutions doivent être trouvées. Éducation toujours, l'Université d'État de Michigan et le Mali vont accroître leur coopération pour les 5 ans à venir. 16 jeunes Maliens viennent en effet d'être envoyés au Kenya pour des études de langue en attendant de pouvoir mener des spécialisations de niveau master et PhD dans divers domaines. Le Mali est ainsi le seul pays africain francophone retenu dans le cadre de ce programme financé par l'USAID et exécuté par l'Université d'État de l'État de Michigan. Parallèlement, de nouveaux projets seront lancés dans les domaines de la recherche, de l'agriculture et de la biodiversité. On en sait plus avec Salif Sanogo. Du haut de ses 160 ans, l'Université d'État du Michigan fait partie des meilleures institutions de formation aux États-Unis. C'est en 1970 qu'elle a accueilli le premier étudiant malien et entretient un partenariat dynamique avec le Mali. Un partenariat à l'origine de nombreux projets initiés et de l'opérationnalisation du commissariat à la sécurité alimentaire. On a le besoin pour à notre avis, à aider le Mali à mieux former la prochaine génération. Il y a beaucoup de sortants de MSU qui sont là au Mali, mais il y avait une période dans les années, fin des années 90, début des années 2000, dans lequel il y avait un certain manque de moyens, de bourses pour les étudiants. En rencontrant les responsables du Michigan State University, l'ambassadeur Tchenan Koulibaly a souhaité donner un nouvel élan à une coopération vieille de plusieurs décennies déjà. En plus des domaines classiques de la sécurité alimentaire et de la recherche agronomique, de nouveaux chantiers seront ainsi lancés dans les 5 prochaines années. Il touche principalement les secteurs de productivité agricole, qui sont les engrais, les semences et la technologie en général. Il y a également des aspects liés à l'adoption des technologies, voir qu'est-ce qui bloque l'adoption des innovations techniques au niveau du Mali. Et il y a également le domaine principal sur lequel, en tout cas, on doit mettre l'accent, c'est la formation, le renforcement des capacités. Actuellement, les étudiants maliens au sein du Michigan State University ne sont qu'au nombre de 2. Et pour que ce chiffre puisse s'accroître, il faudrait que les futurs candidats puissent faire de la maîtrise de l'anglais une priorité. Nos 2 étudiants font partie de la communauté malienne du Michigan qui a rencontré l'ambassadeur pour des échanges fructueux sur le processus de paix et la vie des Maliens aux États-Unis. Des échanges cordiaux ayant permis une meilleure compréhension. Après une 30aine d'années de coopération, l'Université d'État du Michigan et le Mali veulent écrire une nouvelle page dans le cadre de leurs relations. C'est ainsi qu'un programme a été lancé, un programme qui a déjà pu envoyer 16 jeunes Maliens à Nairobi dans le cadre d'une préparation de langue pour pouvoir faire des études en master et en PhD, et un autre groupe suivra très bientôt. Aux étudiants maliens, le commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro a reçu dans la semaine 3 personnalités importantes, dont 2 diplomates britanniques et le chef de l'EITM au Mali, et c'est pour la reconstruction de l'armée malienne. Brima Kone.
Calendrier chargé pour le commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Il a reçu l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Mali, celui de ce pays chargé du Ghana, du Togo, du Bénin et du Burkina Faso, ayant aussi une responsabilité au Mali. Le premier ayant déjà une idée sur la formation de l'EITM était venu galvaniser les troupes étrangères et maliennes dans leurs missions respectives. Le second est venu tâter le terrain pour la première fois afin de mieux s'informer. Moi j'aime bien parler avec les soldats maliens et avec les soldats européens. Je suis vraiment impressionnée par la formation pratique qu'on fait, surtout dans les droits de l'homme. Je vois les entraînements qui sont très très pratiques. Il y a des responsabilités aussi au Mali et c'est pour ça que je suis venu pour m'informer mieux sur la mission de l'Union européenne, parce que la Grande-Bretagne apporte des soldats, des appuis financiers. Le commandant de l'EITM au Mali, lui aussi était venu voir en plus de la phase de perfectionnement du GTA Balanza à Ségou, comment la mission se déroule à Koulikoro. Maintenant, nous sommes en train de réentraîner Balanza à Ségou. En même temps, nous sommes en train de faire des cours dans les écoles militaires et avec l'armée malienne, nous sommes déjà en train de préparer la montée en puissance du GTA numéro 7. Autre événement militaire à Koulikoro, c'est la passation de commandement entre le nouveau chef de l'hôpital militaire, lieutenant-colonel Stéphane Markov, et major Wetzel, rappelé à d'autres fonctions. Le Conseil régional de Caille et son partenaire Espace Migration et Développement ont organisé une conférence de presse sur les naufrages des migrants en Méditerranée et recommandent, entre autres pays d'accueil, le respect des droits de l'homme et la mise en place des mesures humanitaires sauvant des personnes en danger. Le point avec Moriba Keïta depuis Caille. Les drames de l'immigration continuent à frapper la région de Caille. 94 ressortissants des cercles de Caille, Kita, Bafouabé et Djema sont morts dans les naufrages en Méditerranée. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse organisée par le Conseil régional de Caille et son partenaire Espace Migration et Développement en région de Caille et MDK. L'objectif est d'informer les hommes de médias sur cette situation douloureuse. Occasion pour Espace Migration et Développement en région de Caille de publier un manifeste dans lequel il exprime sa compassion aux familles des victimes et leur adresse ses condoléances les plus attristées. La migration. Pour le président du Conseil régional de Caille, nous devons tous nous impliquer pour une meilleure sensibilisation des jeunes et des familles sur le danger lié à la migration clandestine. Aujourd'hui, prendre des chemins tortueux pour pouvoir se rendre en Europe peut être fatal. Et on l'a vu aujourd'hui avec tout le drame là qu'il y a, parce que à partir du moment où on s'engage sur ces voies, sur ce chemin, on ne sait pas avec qui on a affaire. On ne sait pas avec qui on traite et on ne sait pas quand et comment, dans quelles conditions on va arriver. Et le Bureau exécutif national de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques ASMA-CFP, a appris avec consternation le drame de l'immigration survenu le dimanche 19 avril 2015, provoquant la disparition de beaucoup de nos compatriotes. Le Bureau exécutif national de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, s'incline sur la mémoire des disparus et présente ses condoléances à leurs familles respectives et souhaite prompt rétablissement aux rescapés. Le Mali dispose désormais de sa charte de médias. C'est un document qui vise à combattre les inégalités entre hommes et femmes de médias. La charte des médias a été réalisée par l'Institut pour la démocratie et l'éducation au Mali avec le soutien d'Oxfam et de l'Institut Panos d'Afrique de l'Ouest. Sa présentation au monde de la presse a été suivie de signatures par certains responsables de presse et en présence de Batraoré. La charte des médias pour le respect de l'image et les droits des femmes à l'information et à l'expression au Mali est un document comprenant 2 titres pour 15 articles. Destiné aux organes et associations professionnelles des médias, elle vise à promouvoir l'image de la femme en général et particulièrement celle de la femme des médias. Dans le cadre des métiers, vraiment des médias et de la communication, nous sommes arrivés au constat qu'il y avait 2 grands paradoxes. Il y a pas mal de femmes dans toutes les rédactions et dans tous les métiers de l'information et de la communication, mais peut-être pas beaucoup à haut niveau, peut-être pas beaucoup à des postes de responsabilité,
Et ça, c'est quelque chose à quoi il faut remédier. D'un autre côté, les femmes représentent 51% de la population de ce pays. Et malheureusement, leur présence aussi, en termes de couverture médiatique, ou de couverture en matière de communication n'est vraiment pas à hauteur de souhait. Ce document, avec l'adhésion d'un grand nombre de signataires, peut contribuer à baisser les inégalités liées au genre. C'est en tout cas le point de vue de l'APAC Mali, association des professionnels africains de la communication. Pour l'instauration d'une information effective fondée sur une véritable égalité des femmes et des hommes, il est impératif que les médias intègrent la dimension genre dans leur politique éditoriale. Les directeurs d'organes et de publications présents à la cérémonie ont déjà donné le ton pour une adhésion massive à la charte des médias. Selon les organisateurs de cette rencontre, le Mali est le 3e pays africain à disposer d'une charte des médias après la Côte d'Ivoire et le Niger. Également dans cette édition, les actionnaires du Fonds de garantie du secteur privé étaient en conclave hier après-midi. C'est à la faveur d'une assemblée générale organisée par la structure à son siège. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de cette rencontre, parmi lesquels l'examen des états financiers du fonds à la date de 31 décembre 2014, un état qui fait ressortir un bénéfice net de 258 millions de francs CFA. Compte rendu, Abdraman Maïga. Au cours de cette assemblée générale, les actionnaires ont validé le rapport général et les rapports spéciaux des commissaires aux comptes. Ils ont également examiné et validé les états financiers du fonds de garantie du secteur privé à la date du 31 décembre 2014. Dans ces états financiers, il ressort que cette structure qui a été créée en juillet 2013 a eu un bénéfice de plus de 258 millions de francs CFA. Une performance qui atteste, si besoin en était, la bonne santé de cette entreprise qui a vu le jour grâce à la coopération entre le Mali et ses partenaires. Le fonds a pour mission principale de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au financement bancaire. En plus des états financiers, les actionnaires du fonds de garantie ont approuvé les modifications statutaires de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires OHADA. Avec ces dispositions, entrées en vigueur en mai 2014, le fonds de garantie accueillera de nouveaux actionnaires. C'est pourquoi cette rencontre a été mise à profit par les actionnaires pour procéder à la désignation de nouveaux administrateurs pour le fonds de garantie du secteur privé. Un mot sur la santé à présent. Un panel de médecins, chercheurs, pharmaciens et agents de santé réfléchissent sur les voies et moyens pour lutter efficacement contre le paludisme au Mali. Et c'est au cours d'une conférence scientifique organisée dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les précisions avec Fadema Keita. Cette conférence scientifique initiée par le Programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec les laboratoires Sanofi porte essentiellement sur les systèmes de prévention et de traitement du paludisme. Au cours des exposés suivis des débats, un accent particulier a été également mis sur le rôle des médecins et pharmaciens dans la lutte contre la maladie. Les échanges se situent dans le cadre de la mise en œuvre du thème « Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme ». Sanofi s'est engagé depuis à ses débuts d'accompagner les acteurs de santé pour les aider à améliorer leurs compétences dans la prise en charge des patients. Sanofi a un programme orienté patient. Parmi les mesures préventives soulignées, l'Organisation mondiale de la santé propose la pulvérisation intradomiciliaire et la distribution des moustiquaires imprégnés. Aujourd'hui, dans la pulvérisation intradomiciliaire, nous utilisons les organophosphorés, à savoir le pyrimifosméthyle, qui est un produit qui est non seulement efficace contre les vecteurs de paludisme, mais qui a une vie résiduelle qui peut aller jusque de 3 à 4 mois, qui couvre pratiquement la période de transmission, de haute transmission de paludisme au Mali. Les spécialistes de la santé ont aussi échangé sur d'autres formes de traitement de la maladie à travers des thèmes tels que l'étude de faisabilité de l'émargement, de l'accès aux tests de diagnostic rapide et TCA dans le secteur pharmaceutique. Les plantes font l'objet d'études pharmacologiques, toxicologiques et phytochimiques. Et à partir de ça, nous donnons une forme d'utilisation parce que nous partons de la tradition, nous menons la recherche scientifique et nous proposons une forme améliorée. Et une forme améliorée, sûre, efficace et de qualité, accessible également en termes de prix. Les scientifiques du Programme national de lutte contre le paludisme sont à pied d'œuvre pour l'éradication de la maladie, mais recommandent aux patients de rallier les centres de santé, lieu idéal pour leur prise en charge.
Je le disais dans ce journal, la plateforme des organisations de la société civile a organisé cet après-midi un grand meeting de soutien au projet d'accord paraphé par le gouvernement le 1er mars 2015 à Alger et certains groupes armés. Pour les membres de la plateforme, l'heure est venue de s'unir pour sauver notre bien commun, le Mali. Un appel a été lancé à la communauté internationale à prendre ses responsabilités face à la dégradation de la situation sécuritaire au nord du Mali. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain avec Bourama Traoré et Boubacar Sissoko également dans un magazine spécial. Plus de 62 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation du projet travaux de rénovation et de réhabilitation des bâtiments et fournitures, équipements des services de sécurité de Mopti par la MINISMA. Le point avec Mahamar Ibrahim Touré. Les travaux de réhabilitation des bâtiments et équipements des unités des forces de sécurité maliennes qui viennent d'être lancés concernent les commissariats de police de Mopti, la brigade territoriale de gendarmerie et la direction régionale de la protection civile. C'est une œuvre de la police de la MINISMA pour un coût de 62 467 000 francs CFA répartis comme suit. Police 20 332 000 francs CFA, gendarmerie 22 30 000 francs CFA et protection civile 20 105 000 francs CFA. La police des Nations Unies, MINUSMA, qui a pour mandat d'assister, d'accompagner les forces de sécurité maliennes, a entre autres pour mandat de permettre à nos partenaires de travailler dans des conditions et de renforcer leurs capacités opérationnelles. C'est à ce titre que la police des Nations Unies, à travers son pilier de développement, a initié des projets à impact rapide au profit de nos forces de sécurité maliennes. Depuis l'an 2013, la MINUSMA n'a cessé d'accompagner les forces de sécurité du Mali, particulièrement de la région de Mopti, dans l'amélioration de leurs conditions de travail, dans leur combat de tous les jours, qui est de maintenir la paix et la sécurité dans la région de Mopti. À ceci viennent s'ajouter la rénovation et la réhabilitation des bâtiments des forces de sécurité. Peuvent en témoigner aussi de nombreuses formations. Je vous promets que l'ensemble des forces de sécurité en feront un bon usage de ces matériels et de ces bâtiments rénovés. La police de la MINISMA a exhorté les entreprises au respect du délai. Les pharmaciens vétérinaires à Malivet et Espace Avicole organisent une journée sur l'alimentation animale. C'est en collaboration avec la compagnie hollandaise Nutrico, spécialiste dans le domaine. Cette deuxième journée du genre permet d'échanger sur la fabrication et l'utilisation de produits vétérinaires susceptibles de promouvoir la santé animale au Mali. Agali Agissa. La prévention contre les bactéries, l'effet de la chaleur sur la performance avicole et l'optimisation du démarrage des poussins. Ce sont là quelques préoccupations des aviculteurs maliens qui organisent cette journée Nutrico. Cette rencontre, deuxième du genre, vise à promouvoir les activités avicoles au moment où la grippe aviaire est signalée dans un pays voisin. Nutrico est leader mondial et donc l'intérêt c'est pousser nos élevages qui démarrent pour avoir les meilleurs résultats, les meilleures performances. Sans la santé, on ne peut même pas parler de performance. Donc par rapport à la grippe aviaire, on a donné beaucoup de conseils à nos membres par rapport à l'hygiène. Il faut faire attention aux contaminations diverses d'animaux, les oiseaux sauvages, etc. Cette journée permettra d'édifier les aviculteurs, les fabricants d'aliments bétail, les vétérinaires sur la qualité et l'impact de certains produits vétérinaires. On est là aujourd'hui pour parler de deux sujets. Donc le premier sujet, c'est les bactéries gram négatives qui peuvent altérer l'état sanitaire des élevages et de là impacter directement les performances des éleveurs des élevages avicoles. Et un deuxième volet sur les mycotoxines et les solutions qu'on peut apporter en termes de captage de ces mycotoxines pour éviter tout impact sur l'état de santé des animaux et les performances. Les deux experts envoyés par la compagnie Nutrico animent des panels sur l'alimentation animale en vue de réduire les maladies animales et promouvoir l'élevage au Mali. La compagnie Nutrico est représentée au Mali par les pharmacies Malivet et Espace Avicole, initiatrice de la journée.
Et c'est rendez-vous après ce journal. Vous pourrez suivre les temps forts de la journée de sensibilisation sur la cohésion sociale à travers les vertus du sport. Une journée organisée le 23 avril dernier par le ministre des Sports en collaboration avec le ministère des Sports, en collaboration avec le Comité national olympique et sportif du Mali. Votre émission Actu Hebdo reçoit demain comme invité le secrétaire général du ministère des Mines, Mamadou Traoré, et le président du réseau Andi Action, Djadia Traoré. Actu Hebdo au canal 12h-13h, une présentation d'Ibrahima Djambélé. Le président du Haut Conseil des collectivités a l'honneur d'informer les honorables conseillers nationaux, les invités, la presse publique et privée que l'ouverture officielle de la première session de l'institution au titre de l'année 2015 aura lieu le lundi 4 mai à son siège, Maison des collectivités, en présence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le président du Haut Conseil des collectivités s'est compté sur la présence effective de tous. Mise en place terminée, 15h30. On vous le disait dans l'émission d'hier soir, à la 4e édition du Festival international de Sélingué dénommé Urban Music and Mode a démarré officiellement hier soir. L'ouverture a été marquée par un concert géant et un défilé de mode. L'événement, qui est une initiative de Mali Art Promotion, est placé cette année sous le signe de la paix et de la réconciliation au Mali et a pour parrain l'ancien Premier ministre du Mali, Ahmed Mohamed Agamani. Le film de la soirée d'ouverture avec nos envoyés spéciaux à Sélingué, Modibo Soirée et Aouna Diara. Ce sont les berges du lac artificiel de Sélingué que les organisateurs de Urban Music and Mode ont choisi pour cette première soirée du festival. Et c'est le groupe Djigia qui a ouvert le bal en gratifiant le public avec l'hymne du festival. Soirée multidisciplinaire assurée par des artistes musiciens et des stylistes modélistes. 3 salons de couture étaient retenus pour la partie défilé de mode. Farah Fashion Design et ses modèles inspirés des matières afro-orientales. Mimi Pedro avec sa collection Mama Africa et Donna Zara, une styliste nigérienne qui a présenté sa nouvelle création baptisée Bamako Collection en hommage à ses années passées au Mali. Les matières que j'utilise beaucoup, c'est surtout la soie, le lin, le wax. Et j'ai découvert aussi une très belle, un très beau tissu d'ici qui s'appelle la crétonne. Et c'est du coton bio. Et en ce moment, je suis sur une très belle collection pour ça. Des artistes musiciens comme Dabara et son ensemble, les rappeurs Tyson et Ibawan ont émerveillé la jeunesse de Sélingué tout au long de leurs prestations. On veut la paix, on ne veut pas la guerre. Toujours c'est mon idée, c'est pour que les jeunes comprennent. Et puis le Mali, il faut qu'on se donne la main pour pouvoir développer ces pays-là. Abdoulaye Diabaté, comme dans ses habitudes, a harangué la foule à travers son répertoire bien connu du public. L'union, la cohésion sociale et bien évidemment la paix et la réconciliation nationale ont été les différents thèmes abordés par cette grande figure de la musique malienne. La joie, elle est là, surtout que c'est dans le cadre de la paix, de la réconciliation en République du Mali, tout le monde s'attend à cela. Et vraiment, c'est une joie pour moi. Si cette réconciliation et cette paix pouvaient être atteintes. D'une rencontre de la jeunesse sur le plan international, de musique aussi bien que d'autres activités à caractère culturel, pour rassembler l'ensemble des jeunes, pour savoir que la jeunesse est certainement le pilier le plus important pour la construction nationale, pour aussi, à travers la culture, consolider l'unité et briser toutes les barrières qui existent entre les peuples et entre les nations. Après la soirée d'ouverture, les festivaliers se sont donné rendez-vous au nightclub de Urban Music and Mode. Là-bas, c'était une véritable discothèque à ciel ouvert, toujours au bord du lac de Sélingué, avec Digi Cyril au contrôle. Voilà donc, les fêtards ont passé le reste de la soirée dans cette ambiance juvénile jusqu'au petit matin. Ici, au Festival international de Sélingué, on appelle cela un after-concert. Sport football, 8e de finale, retour de la Coupe de la Confédération. Les 11 créateurs de Nyarela jouent demain à Abidjan contre la SEC Mimosa avec l'ambition de refaire leur retard. Il y a 2 semaines, l'équipe de Nyarela s'était inclinée à Bamako 1-0. Les créateurs de Nyarela se disent prêts à relever le défi. Envoyé spéciaux à Abidjan, Kodi Sibi et Aliou Touré. Les 11 créateurs de Nyarela semblent s'être remis de la défaite du match aller.
C'est un groupe consciencieux mais décontracté que l'on retrouve à Abidjan pour une mission certes difficile mais pas impossible, renverser la situation en sa faveur. Pendant que l'équipe du 11 grandit avec une deuxième participation à la Coupe de la Confédération et une Coupe du Mali remportée, l'ASEC Mimosa semble ne plus tenir que par son palmarès. À Bamako, les deux équipes ont fait jeu égal, même si les Ivoiriens ont gagné dans le temps additionnel. Au regard des prestations, le coup est bien jouable. C'est une opportunité pour eux de se faire valoir sur l'échiquier continental. Et la Coupe de la Confédération, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons joué un premier tour, on a joué un deuxième tour. Aujourd'hui, on est pratiquement à un troisième tour, non loin de la phase de poule. Et moi, je pense que si on parvient à bien négocier, à se qualifier, ça serait une aubaine pour cette génération de footballeurs parce que à la phase de poule, vous le savez autant que moi, qu'il y a plusieurs visibilités. Il y a pratiquement tous les matchs sont retransmis en direct et puis le fait de se qualifier, de se hisser à ce niveau, il y a encore des retombées financières et encore mieux, les joueurs, beaucoup de joueurs peuvent quand même avoir des opportunités pour aller monnayer leur talent ailleurs. On a perdu un jour, on s'est dit bon, ce qui est passé, c'est passé. On pense à l'avenir, au futur, pour pouvoir essayer de chercher la qualification à Abidjan ici. Bon, voilà, c'est ça, il y a eu plus de motivation dans le groupe. Bon, c'est ça, tout le monde attend le résultat, seulement que la qualification. La première séance d'entraînement s'est déroulée sur le gazon synthétique du centre de Benjerville. Après l'échauffement, l'encadrement technique a mis l'accent sur le travail devant les buts. L'effectif est presque complet avec le retour des blessés. Dimanche au stade Robert Champrou, l'ASEC doit craindre le hold-up. Les 11 créateurs ne lâcheront rien. C'est un match qui va se jouer mentalement. Il ne faut pas voir les noms, la Côte d'Ivoire, l'ASEC. Il faut voir que nous aussi, nous avons une très très bonne équipe parce que c'est notre deuxième participation à la Coupe d'Afrique. Notre première participation, nous avons joué en 2013 contre des grands clubs. Donc cette année, nous sommes en 8e de finale. C'est une première pour les 11 créateurs. Le ballon est rond pour tout le monde. Et les protégés de Djibril Dramé savent qu'un défi inédit les attend, une première qualification en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Mais il y a un autre obstacle derrière, le tour de cadrage en aller-retour. Toujours en Coupe de la Confédération, le Djoliba AC joue demain contre Air of Oak à Accra à 15h. En Ligue des Champions, le stade malien de Bamako affronte le tout-puissant Mazembe à Lumumbashi. Et en football, toujours ici à Bamako, l'AS Kaloum de Conakry reçoit demain l'USMA d'Algérie, battu 2-1 à aller. Les Guinéens ont mis tous les atouts de leur côté pour réussir la qualification. Ils comptent sur l'appui du public sportif malien. Écoutons Ali Touré, assistant de l'entraîneur de l'AS Kaloum de Guinée. Il est au micro de Khalifa Nama Traoré. La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est de jouer et puis maintenant essayer de marquer un, voire 2 buts de plus que l'adversaire. Et puis bon, à partir de là, la qualification sera au bout. Et le groupe? Le groupe vit bien, le groupe se sent bien, le groupe sait qu'ils sont à 90 minutes limite de l'histoire de la Guinée, parce qu'en 19 ans, je crois, on n'a jamais accédé aux phases de poule au niveau des clubs guinéens. Donc les gamins sont conscients, tout le monde, le staff. Pour rien vous cacher, sans démagogie, je n'ai pas senti vraiment la différence entre le Mali et la Guinée. C'est comme si on jouait en Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali nous a toujours témoigné la solidarité par rapport au virus Ebola. Donc ça s'est traduit encore dans le milieu sportif, n'est-ce pas, où nous avons été accueillis en frères, en enfants du pays. On l'a ressenti, même dans nos matchs, même dans la vie de tous les jours. On croise nos frères maliens régulièrement qui nous encouragent, qui nous considèrent d'ailleurs comme le 4e club malien au niveau des compétitions africaines. Donc tout ça nous met du baume au cœur pour essayer, n'est-ce pas, faire plaisir à notre public, donc notre public malien et guinéen, qui pour nous, on n'est pas dépaysé du tout de jouer ici au Mali. Et d'ailleurs, on espère que ça va continuer parce que même nos matchs de poule, on le souhaite vivement les jouer toujours chez nous au Mali. Donc ce que je peux demander au public malien, c'est qu'au match aller, les Algériens sont sortis nombreux pour soutenir leur équipe. Donc à nous aussi, Maliens, de leur démontrer qu'on sait aussi soutenir notre équipe et de sortir vraiment nombreux au stade Modibo Keïta pour prouver que effectivement nous les Maliens, on sait recevoir, n'est-ce pas, sportivement nos adversaires et puis si besoin s'en faut, si on a besoin du 12e homme qui sera le public, ils seront répondre présents.
Le match AS Kaloum USM Alger est prévu demain, dimanche à 16h30 au stade Modibo Keïta. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et c'était Ibrahim Maïga vous donne rendez-vous demain à 13h pour le journal. Et moi, je serai là à 20h. Vous aussi, je l'espère. Bonne soirée à tous.